Je vous rappelle donc l'Empire russe, Première Guerre mondiale, bon, mars 1917, la République en Russie, la République, bien, à la suite de la Révolution de février, qui a lieu en mars. Hein. Janvier 1918, nous avons la création de la République socialiste fédérative soviétique de Russie. Je vous rappelle que l'actuelle Fédération de Russie, son territoire correspond à la RSFSR. La Russie, ce n'est pas l'URSS. Hein. Russie, ce n'est pas URSS en verlan, ni le contraire. C'est autre chose. Donc, nous avons en janvier 18 la RSFSR, la Russie soviétique, à la suite de la Révolution d'octobre, qui a lieu en novembre 1917. Bon. Décembre 1922, nous avons l'URSS, agrégeant autour de la Russie soviétique, agrégeant autour de la RSFSR d'autres républiques socialistes soviétiques. Il en aura 15 d'ici 1947, il y aura 14 autres républiques socialistes soviétiques. Mais déjà en 1922, il y en a une dizaine, si vous voulez. Union des républiques socialistes soviétiques autour de la RSFSR. Et donc les autres républiques soviétiques, Ukraine, Biélorussie, Géorgie, etc. etc. Bien. Par conséquent, je vous rappelle ce qui permet la fondation de l'Union soviétique fin 1922. Ce sont 2 ou 3 facteurs. C'est d'abord la victoire de l'armée rouge, commandée par Trotsky, qui l'emporte sur les forces anti-bolcheviques divisées. Et face à un monde capitaliste, lui aussi divisé. Ça, c'est décisif. Les Alliés, en 1917-1919, faisant passer l'anti-germanisme avant l'anticommunisme. Je vous rappelle que vous connaissez tous l'armistice de Rotonde, le 11 novembre 1918. Je vous rappelle que parmi les multiples clauses de l'armistice de Rotonde, 11 novembre 1918, il y avait cette clause qui intéresse ô combien les pays d'Europe orientale. Il y avait la clause sur laquelle l'armée allemande devait évacuer les territoires qu'elle occupait donc sur les franges ouest de l'ancien empire russe, sur les franges ouest de l'Eurasie, Pays-Baltes, Pologne, Biélorussie, Ukraine. On aurait pu imaginer, vous savez qu'existe l'histoire contrefactuelle, les possibles qui ne sont pas advenus. On aurait pu imaginer que les Occidentaux, s'entendant avec les Allemands face au communisme, disent aux Allemands, restez là-bas, maintenez l'ordre. Le communisme russe eût été étouffé. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. D'accord ? Donc, l'armée allemande s'est retirée, l'armée rouge après l'offensive. Trotsky était un grand chef militaire. Bon, ils ont réussi à vaincre, grâce aussi à l'alliance avec Kemal, autre révolutionnaire, pour réduire les républiques du Sud-Caucase. À l'époque, attention, le Sud-Caucase, il y a l'Azerbaïdjan, c'est vital, parce que jusqu'aux années 1950, en Eurasie, Bakou était la seule zone de production pétrolière. Vous imaginez une URSS sans pétrole? Comment aurait-elle fait pour motoriser ses forces armées? Comment aurait-elle fait pour tenir tête à l'armée allemande en 1941? C'était vital, ça. Bakou, c'est au fin fond, c'est tout là-bas, hein, à proximité de l'Iran et de la Turquie. C'était arraché in extremis. Bon. Voilà. Et puis donc, vous disais-je, solution militaire, l'armée rouge, l'alliance avec Kemal, très important pour conserver l'Azerbaïdjan. Et puis, bien sûr, vous savez, comme disait Napoléon, on peut tout faire avec des baïonnettes, sauf s'asseoir dessus. Et par conséquent, la force ne suffit pas. Il faut une stabilisation, une légitimation. Eh bien, pour asseoir le pouvoir soviétique, l'armée rouge n'eût pas suffi. Il a fallu la solution politique, et ça, c'est Staline. Le fédéralisme, l'autonomie territoriale pour les non-russes, avec savamment la cristallisation des différences linguistiques entre Slaves, entre peuples turciques, entre peuples de langue turque, avec aussi également savamment une politique au début anti-religieuse, et puis ensuite qui va cristalliser les différentes églises orthodoxes, par exemple, selon les différentes républiques. Bien. Donc l'armée rouge, ça c'est la solution militaire. Staline, c'est la solution politique, le fédéralisme. Union des républiques socialistes soviétiques. L'URSS, État fédéral. Et au sein même d'ailleurs des républiques socialistes soviétiques, dont la RSFSR, eh bien, chaque groupe, la plupart des groupes ethno-territoriaux,
avaient leur autonomie, figurez-vous, sous la forme de républiques socialistes soviétiques autonomes, sous la forme de régions autonomes, sous la forme de districts autonomes. Voilà donc la construction. Et puis, année 20, la solution économique pour reconstruire l'économie, ça a été la NEP. Ça a été la NEP. Fondamentalement, comment dirais-je, nous avons, année 20, le Parti communiste, parti unique, d'accord, avec monolithisme du parti, revendiqué Lénine. Bon. Et en même temps, donc, il fallait développer, reconstruire et développer l'Eurasie. On comptait fondamentalement, figurez-vous, c'est ça la NEP, on comptait fondamentalement sur les investissements occidentaux. Donc, parti unique, dans le pays d'une main de fer, bon, un secteur petit commerce, artisanat, paysannerie privé, et on comptait sur les investissements étrangers, occidentaux, par hypothèse. Bien. Pourquoi? Pour pas que se reconstitue une bourgeoisie russe qui aurait été donc concurrente du Parti communiste, qui aurait été une autre élite face à l'élite politique que constituait le Parti communiste. Mais ça a échoué, vous disais-je tout à l'heure, peu de capitaux disponibles. Seule l'Amérique était riche en capitaux, année 1920, mais les États-Unis ne reconnaîtront l'URSS pleinement qu'en janvier 1933. Et donc, beaucoup trop tard. Depuis 1929, Staline ayant remporté la bataille pour la succession de Lénine, Staline est devenu numéro 1. Et il a repris le programme de Trotsky, il a rompu avec la NEP, Staline, et il a repris le programme de Trotsky de collectivisation agricole forcée et d'industrialisation impérative planifiée, avec fermeture de l'URSS vis-à-vis du reste du monde. Simplement, on se payait quelques technologies, on faisait venir quelques techniciens étrangers, bon, et pour les payer, l'URSS vendait quelques minerais, quelques bois ou quelques or. Voilà. D'accord. Donc en 1933, c'est trop tard. États-Unis, année 20, républicains au pouvoir, ils sont isolationnistes, ils ne s'intéressent qu'à la Chine, pas de relation avec l'Union soviétique. Voilà. Et donc vous comprenez le problème. Enfin, le problème. Nous avons un pays communiste. Aucune bourgeoisie ne naîtra. Il y aura une nomenclatura, mais c'est une classe de fonctionnaires du parti et de l'État. Alors, est constituée, donc, disais-je, l'URSS, 1922, bon, 1929, industrialisation, et voilà que l'État continent eurasien, en même temps parti-État universaliste, devient société industrielle, et donc devient au moins potentiellement, devient une colossale puissance militaire. Évidemment que l'industrialisation soviétique était militaro-centrée, y compris dès les années 30, recherche balistique, recherche nucléaire. Bien. Mais il y avait cette idée, l'unique État socialiste est encerclé par un monde d'ennemis. Bon, il faut être sans cesse, vous voyez, c'est que le pays socialiste était la citadelle, en quelque sorte. Mais en même temps, cependant, fondamentalement, la politique étrangère soviétique comptait sur les contradictions du monde capitaliste, comptait sur les divisions du monde capitaliste. Et effectivement, l'Union soviétique pourra compter sur les divisions du monde capitaliste jusqu'en 1947-1955, quand on y réfléchit. Le monde capitaliste a été divisé. À partir des années 30, il y a le camp libéral et le camp fasciste. Vu l'URSS, c'est un même macro-camp bourgeois. Bon, et l'URSS, années 20, années 30, vouait l'un contre l'autre. Pourquoi pas avec les Occidentaux contre l'Allemagne ou avec les Allemands contre l'Occident. On jouait des deux. Bien, ça c'était une clé pour la fondation de l'URSS, sa pérennisation, et puis enfin donc son triomphe en 1945. Bien. Alors, vous disais-je donc, État continent eurasien et en même temps parti-État universaliste. C'était deux choses en une, l'Union soviétique. C'était les deux choses à la fois. Il y a un parti qui commandait à l'État et État continent eurasien. Il n'y a pas que des Russes. Il n'y avait pas que des Russes en URSS. Et même aujourd'hui, en Fédération de Russie, il n'y a pas que des Russes.
Et je vous rappelle, donc, je disais tout à l'heure, hard power, l'industrialisation militaro-centrée, l'énorme puissance de l'armée rouge. Et puis, je vous disais soft power. L'URSS était un État universaliste. L'URSS voulait l'État universel des travailleurs. Et aux côtés de l'URSS, il y avait l'internationale communiste. Il y avait tout le réseau des partis communistes dans le monde entier. C'était tout à fait fort, hein, vous comprenez. Hard power et soft power. Bien. Et je vous rappelle l'emblème de l'Union soviétique, c'était le drapeau rouge avec le marteau et la faucille, symbole des travailleurs, symbole du travail paysan et du travail ouvrier. Ça, c'est extrêmement important. Bien. Alors, voilà ce tour d'horizon.